Bien, qu'est-ce que vous pensez de cet auditoire, les étudiants? C'est bien, hein? En fait, c'est un auditoire où il y a beaucoup de place, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il a un côté très intime. Donc, nous, on n'est qu'une cinquantaine. C'est un auditoire qui peut accueillir, je crois, plus de 200 personnes. Voilà. Bien. Alors, on va aujourd'hui inaugurer notre cycle, notre cours donc sur les théories du droit global. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous introduire à cette problématique avant que nous ayons, dans les prochaines semaines, que nous consacrions chaque semaine un cours à une des théories du droit global. J'aurai l'occasion de revenir dans un instant à la fin de cette introduction, sur les différents courants que nous allons analyser. Mais avant d'en venir à ces différents courants, ces différentes théories du droit global, il faut, me semble-t-il, reprendre avec vous les choses du début et puis peut-être commencer par se demander pourquoi est-ce que les théoriciens du droit, les philosophes du droit, de plus en plus les juristes, ça dépend des sphères, mais je suis frappé de voir que c'est le cas, bien évidemment, chez des privatistes, chez des gens qui font du droit des affaires, chez des gens qui font, mais aussi, c'est moins évident, chez des gens qui étudient la procédure, des juristes qui étudient la procédure, les spécialistes de droit international privé, et de plus en plus les publicistes, etc., même les pénalistes, de plus en plus s'intéressent à cette problématique du droit global, qui est un mot en même temps qui n'appartient pas pour l'instant, on peut le dire comme ça, au champ du droit positif. C'est-à-dire que si on se pose la question, dans le cas du droit positif, tiens, qu'est-ce que c'est que le droit global? La réponse est, ça n'existe pas, c'est pas ce que c'est. Dans le champ du droit positif, on a quelque chose qui existe et que d'ailleurs les étudiants, vous qui suivez ce cours, vous êtes en premier master, vous avez étudié, j'imagine au premier quadrimestre, vous êtes en train d'étudier, c'est le droit international. Ça existe et ce n'est pas forcément la même chose. Si le droit global c'était juste un synonyme du droit international, alors ce ne serait peut-être pas la peine de choisir un nouveau mot et ce ne serait pas non plus la peine de prendre un cours de théorie du droit pour étudier ce sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on se met à parler de l'idée d'un droit global et pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un mouvement doctrinal, on l'étudie au sein du centre Perelman, il y a vraiment un nombre de publications de plus en plus importantes qui sont consacrées à ce thème. C'est la question que je vais commencer par examiner avec vous. Donc l'idée est un petit peu de faire le lien entre le droit positif tel que, au fond, vous le connaissez, et cette idée d'un droit global dont on sera amené à réfléchir sur quelle base il pourrait être pensé, sur quelle base il pourrait être défini. Donc, si on repart du droit positif, notre système de droit positif, et je vous dis immédiatement que ce que je vais dire est un petit peu caricatural sous l'angle de l'histoire et de la philosophie politique, mais c'est pour dire les choses de manière un peu carrée, on pourra les nuancer dans le cadre de ce séminaire. La base de notre système de droit positif repose à la fois à l'interne sur l'ordre juridique des États et au-delà des frontières de l'État sur un système qui s'appelle le droit international et qui en réalité est un système double puisqu'il comprend d'une part le droit international public, cours que vous étudiez en premier master, et d'autre part le droit international privé dont
je devrais également vous dire un mot, parce qu'il joue un rôle important dans les raisons pour lesquelles nous sommes peut-être en train de passer d'un modèle de droit international à un modèle de droit global. Ce système, droit étatique et droit international, s'est mis en place ou est généralement appelé, c'est là où on est un peu dans les caricatures, est appelé le système westphalien. Bon, alors si vous étudiez la science politique, ça vous est extrêmement familier. Si vous n'étudiez pas la science politique, si vous étudiez le droit, ça l'est moins en général. Ça fait allusion à des traités dits de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de 30 ans et qui ont été conclus au XVIIe siècle. Et pourquoi est-ce qu'on a en général considéré que ce traité-là était au fond à marquer d'une pierre blanche? Parce qu'ils ont été considérés, de manière sans doute un peu exagérée, mais enfin, prenons-le avec l'opinion dominante, comme un peu l'acte de naissance d'une nouvelle carte du monde, mais qui était à l'époque largement une carte de l'Europe, et qui était la reconnaissance d'un modèle fait dans lequel l'Europe était composée n'était plus pensée sous l'unité soit de l'Empire, vous savez, l'Empire romain qui s'est longtemps survécu à lui-même dans l'idée d'être reconstruit par Charlemagne, le Saint-Empire germanique. Encore Charles Quint rêve de reconstituer un empire européen, une unité européenne, l'Empire. Et puis il y avait une autre dimension sous laquelle on pouvait penser les relations en Europe, c'était la chrétienté. Et au milieu du XVIIe siècle, avec ces traités de Westphalie, on a un changement qui consiste à dire on reconnaît finalement la division. On reconnaît la division politique et on reconnaît la division religieuse. Et l'Europe est en fait composée d'un nombre d'États qui sont indépendants les uns des autres et qui sont souverains et à l'intérieur desquels le souverain va pouvoir imposer sa propre religion à ses sujets. Alors, ce modèle d'un découpage territorial de la puissance publique en États souverains et indépendants, alors évidemment qui sont de force et de taille inégales déjà à l'époque, pour certains ce sont les mêmes États que maintenant avec des frontières différentes, pour d'autres ce sont des bouts d'Italie, d'Allemagne, etc. Ce modèle-là, il va finalement prospérer et être appliqué à l'ensemble du monde après, je vais très vite, après la décolonisation. Et vous savez bien que quand vous regardez une carte politique du monde, bien, ce qui frappe, la différence entre la carte physique et la carte politique, c'est cette division. L'ensemble du monde, la carte politique du monde ressemble à une mosaïque dans laquelle, eh bien, il y a très très peu de parties, enfin, on va nuancer ça quand même, en plus que vous étudiez le droit international, mais toutes les parties, tous les continents quasiment sont divisés en États. Alors vous savez qu'il y a un statut spécifique pour l'Antarctique, je ne vous en parle pas, et vous savez qu'il y a un statut spécifique pour les mers. Je n'en parle pas non plus. Mais pour l'essentiel, l'ensemble du monde est divisé en États, et ces États sont considérés à l'intérieur de leurs frontières comme étant souverains. Alors, ça veut dire que nous avons pensé, c'est un modèle, une idée, ça ne veut pas dire que ça corresponde toujours à la réalité, mais c'est que dans notre philosophie moderne du droit, eh bien,
ou même, je dirais de manière plus générale, dans notre philosophie moderne, des normes, hein, donc de la manière de réguler les comportements, eh bien, on a un type d'acteur qui est tout à fait central, qui s'appelle l'État. C'est l'État qui édicte non pas toutes les normes. Nous savons bien qu'il y a d'autres normes que les normes de l'État. Il y a des normes de collectivité locale, il y a des normes sociales, il y a des normes religieuses, etc. Mais c'est l'État qui édicte les normes de niveau supérieur, qui les édicte sous la forme du droit, et aucune autre norme, finalement, ne peut s'imposer que si elle est entérinée par l'État à travers le droit. Et c'est d'ailleurs seulement l'État et son droit qui ont la puissance de mobiliser la force publique pour éventuellement contraindre les récalcitrants qui ne respecteraient pas les normes de l'État. Donc, on a pour aller vite, une équation moderne qui est assez simple, c'est que norme égale droit, enfin, vous avez vu que c'est une égalité, je ferai un petit signe, c'est pas tout à fait exact, il y a beaucoup de normes, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des normes juridiques, mais les normes juridiques dominent, ou sont censées dominer dans la théorie l'ensemble des normes. Norme égale droit égale État. Hein, voilà une équation simple et qui entraîne des conséquences pour les gens qui ont notre formation de juriste, c'est-à-dire que quand on discute de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire, immédiatement, le juriste estime que c'est son domaine, ce qui est exact, mais c'est même un peu son domaine exclusif. Hein, donc, ils se sentent assez en possession territoriale. La phase, tout ce qui concerne la manière, le devoir-être, est pris en charge, au fond, dans ce modèle, par le droit et donc par les juristes. C'est leur domaine quelque peu exclusif. C'est sans doute une définition qui est trop rigide et qui devrait être assouplie dans l'avenir. Alors, en quoi est-ce que la période actuelle de mondialisation vient un peu, enfin, quand je dis un peu, vient bouleverser, vient modifier les règles du jeu et nous appelle à penser d'autres choses. Alors, je ne vais pas revenir ici parce que j'estime que c'est de l'ordre du connu, voire de l'archi-connu ou de la vulgate, au concept de mondialisation. Hein, mais nous ne sommes d'ailleurs pas... la mondialisation, si on devait en faire l'histoire, est une notion déjà ancienne, hein, est une notion certainement déjà ancienne. Je m'intéresse pour ma part ici à la période actuelle et je n'entends par mondialisation que la multiplication presque sans limite des interactions qui se déroulent en dehors ou au-delà du cadre des frontières d'un État. La mondialisation est en soi un problème pour l'État, pour la raison que j'ai de la définition même du pouvoir de l'État tel que je l'ai introduite, à savoir que tout le système moderne repose sur un découpage territorial de la carte du monde. Donc, l'État est souverain à l'intérieur de ses frontières et il dispose à l'intérieur de ses frontières d'un appareil puissant pour édicter, appliquer, imposer, le cas échéant par la force, ses normes. Mais le territoire, qui est la base de l'État, est aussi la limite de son efficacité.
Et un État, aussi grand ou aussi petit soit-il, hein, nous sommes ici en Belgique et un État où on peut sortir de ses frontières à une vitesse très rapide, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être en dehors des frontières de l'État, on pourrait penser à des États beaucoup plus grands, mais dès qu'un État petit ou grand sort de ses frontières, cela devient pour lui beaucoup plus difficile d'imposer son point de vue. Alors, il peut faire quelle est la manière prééminente pour l'État d'imposer ses normes? C'est d'édicter une loi. Alors, il peut effectivement édicter une loi avec des effets extraterritoriaux. Il peut décider effectivement qu'il va, par exemple, sanctionner un pays ou une entreprise qui va avoir tel ou tel comportement alors même que cette entreprise agit en dehors du cadre de ses frontières. Mais dès qu'il va édicter ce type... Dès qu'il va édicter ce type de loi avec effets extraterritoriaux, il va avoir beaucoup plus difficile à faire appliquer sa loi. On lui demandera d'abord au nom de quoi il prétend régir des activités qui ne se déroulent pas sur son territoire ou des personnes qui ne sont pas soumises à sa juridiction. Ensuite, il aura du mal à attraper par la force les récalcitrants et imposer sa propre décision. Cela, quelle que soit la taille et la force de l'État. Oui, mais vous me direz, mais un État puissant va néanmoins pouvoir imposer sa volonté. Il le pourra le faire par d'autres moyens. Pensons à des États puissants comme les États-Unis ou la Chine. Il y a des tas de moyens d'obtenir ce que l'on veut, hein, par la voie de la diplomatie, par des pressions économiques, par une intervention militaire. Mais vous aurez remarqué qu'à partir du moment où on se trouve dans ces utilisations d'armes diplomatiques, économiques, militaires, etc., nous ne sommes plus en fait avec les mêmes armes du droit que l'on emploie à l'intérieur. Ce sont d'autres outils qui peuvent avoir une réussite plus ou moins grande, mais qui ne sont plus les armes de la souveraineté juridique. Et donc, l'État, très bien outillé grâce au droit pour réguler les comportements à l'intérieur de ses frontières, se trouve quelque peu non, démuni, c'est un mot trop fort, mais ne peut plus recourir aux mêmes instruments dès lors qu'il veut réguler des opérations qui se passent en tout ou en partie en dehors ou au-delà de ses frontières. Or, je le répète, la période que nous vivons se caractérise par le fait que, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'évolution des technologies, les réseaux de communication, les réseaux de transport, à l'économie, hein, l'organisation de la production, des échanges et de la distribution à un niveau mondial, au niveau des interactions personnelles, hein, les gens voyagent, soit pour leur plaisir, soit il y a des phénomènes migratoires qui sont importants, les gens ont des liens de famille, etc., ou autres, bien au-delà des frontières, eh bien, cela crée alors tout un tas de situations dans lesquelles l'État n'a plus la maîtrise absolue, puisqu'il y a là des effets extraterritoriaux. À cela s'ajoute, bien entendu, le fait qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas d'enjeux, de défis, de risques
ça dépend comment les auteurs les qualifient, qui dépassent, qui ne peuvent pas être réglés au niveau de l'État et qui nécessitent, pour être appréhendés, soit que l'on s'unisse en régions, hein, c'est l'idée de la construction européenne, soit que on les envisage au niveau planétaire. C'est bien entendu la question de la sécurité ou de la paix. Hein. Bon, à partir du moment où on a notamment un risque nucléaire, hein, on parle par exemple, vous avez entendu qu'on parle beaucoup de l'Iran ou de la Corée du Nord ces derniers temps, hein, à partir du moment où nous avons le risque d'un conflit mondial ou d'armes de destruction massive, etc. Ce sont des choses qui concernent sont des risques qui ne peuvent pas être appréhendés uniquement par un ou l'autre État en particulier, qui concernent le monde dans son ensemble. Bien entendu, vous avez l'idée de l'environnement a été mis fort en avant dans l'agenda, la question du réchauffement climatique, avec le fait que les productions de gaz à effet de serre, où qu'elles soient faites sur cette planète, contribuent alors à ce phénomène du réchauffement, et que donc le problème ne peut être réglé qu'en réduisant également à l'échelle de la planète les productions de gaz à effet de serre. Mais on peut parler également des questions sociales, des questions de la misère, des famines. Enfin bon, je ne vais pas ici faire un inventaire de choses que vous connaissez très bien. Alors, pour résoudre des problèmes qui dépassent le cadre des frontières nationales, a été forgé l'instrument du droit international. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un instrument nouveau. Finalement, le traité de Westphalie, le système westphalien que j'évoquais en commençant, il marque bien, d'une certaine manière, bien plus encore la naissance du droit international, du système international, que des ordres juridiques nationaux. Pour le dire très simplement, le droit international et les droits étatiques sont nés à peu près à la même époque. Donc on n'a pas inventé d'abord les ordres juridiques nationaux en se disant tiens, et dans un deuxième temps, on devrait aussi créer un ordre international. Tout ça s'est fait, disons, dans un espace de temps qui est à peu près contemporain. Excusez-moi, je vais moucher, mais pris un petit peu la grippe. Donc, aussi rapidement qu'on a créé ce système moderne de découpage en droit des États, on était déjà à une époque de mondialisation. Le XVIIe siècle, c'est déjà une époque de grande mondialisation. Il y a eu depuis 1492, la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique, on est entré dans une période de grande découverte, de colonisation du monde entier par les puissances européennes. C'est une époque qui n'est pas moins mondiale à certains égards que la nôtre. On a déjà des problèmes qui se posent au niveau des relations entre les États, et donc on forge la notion de droit international qui a un but qui est au fond de coordonner l'action des États, de résoudre les problèmes de régulation que chaque État ne peut résoudre à l'intérieur de ses frontières, et cela se fait encore une fois de deux manières, par le droit international public d'une part et par le droit international privé de l'autre. Le droit international public ne s'appelle pas à l'époque le droit international public, il s'appelle le droit des gens, le jus gentium. La notion de droit international a été forgée plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, par Jeremy Bentham, mais c'est un mot qui a au fond eu un grand succès. Pourquoi alors donc on est passé du droit des gens au droit international, avant peut-être de passer maintenant, mais je vous le disais, ce n'est pas qu'une question de mots, à l'idée de droit global. La notion d'international visait à bien souligner que le droit du monde était un droit
entre les États. On disait que le jus gentium était un jus inter gentes, un droit entre les nations. Donc l'idée est que chaque État à l'intérieur de ses frontières fait ce qu'il veut et qu'à l'extérieur de ses frontières, les États peuvent décider de se coordonner, de collaborer entre eux. Ils le font uniquement s'ils sont d'accord. C'est le fondement conventionnel. Donc il y a deux grands fondements dans ce droit international que vous étudiez. Donc rien de neuf pour vous par rapport au cours que vous avez, qui est le fait qu'il y a un fondement conventionnel et le fait qu'il s'agisse d'un droit interétatique. Et puis parfois, et de plus en plus souvent, la convention, le contrat ne suffit pas et on décide par contrat quand même, par traité, de créer une organisation internationale pour gérer tel ou tel problème. Et vous savez que nous avons un très grand nombre d'organisations internationales aujourd'hui qui règlent ou qui ont vocation à régler les finances mondiales, le commerce mondial, la santé, la propriété intellectuelle, le travail, etc., etc. Bon, alors ce droit international public, il a les faiblesses de ses forces et qui font, pour dire vite, qui font qu'il n'a pas probablement vocation à devenir le droit du monde, le droit qui régit l'ensemble du monde. Pourquoi ? D'abord parce que, ça ne vous aura pas échappé, on est dans un monde qu'on appelle désormais multipolaire. Alors quand le mur de Berlin est tombé en 1989 et que l'Empire soviétique s'est écroulé, on a théorisé le fait qu'on avait désormais dans le monde une hyperpuissance américaine et au fond on était revenu à l'idée d'une période de l'Empire. Donc je vous rappelle, j'ai commencé par ça tout à l'heure, l'idée de l'Empire. Donc l'Empire c'est une puissance dominante qui, avec des frontières assez floues, ne repose pas sur l'idée de frontières, mais qui a une zone d'influence auquel il domine les comportements, il régule les choses, et la Pax Americana allait finalement régenter le monde. En réalité, ce modèle a rapidement pris fin, et certainement après le 11 septembre 2001, aussi par rapport aux difficultés qu'on a pu voir auxquelles font face les États-Unis, tant des difficultés économiques et financières que vous connaissez, qui sont des difficultés budgétaires, qui sont des difficultés aussi de régulation de son système financier avec la crise qui a explosé en 2008 et qui est la succession de crises financières auxquelles nous assistons, et problème à se sortir de ces interventions militaires ou à mener plusieurs interventions militaires en même temps. Donc, excite le modèle de l'hyperpuissance et de l'empire, et on revient à l'idée d'un monde multipolaire, finalement, qui va très bien avec le système westphalien, avec ce modèle-là a priori, sauf que on remarque que finalement, pour l'instant, on n'arrive pas à se mettre d'accord, puisqu'on ne peut rien imposer aux États, il faut que les États se mettent d'accord. Alors, ils sont près de 200, comme vous le savez aujourd'hui, dans la communauté internationale. Et les États ne sont liés que par ce à quoi ils ont consenti. Alors, il y a tout un tas de manières de se lier sans être liés. Vous avez étudié la manière dont on conclut les traités. Alors on les négocie longtemps, puis on ne les signe pas, ou on les signe mais on ne les ratifie pas, ou on les ratifie mais on fait des réserves, ou on les ratifie sans réserve mais on les dénonce. Enfin, donc il y a tous ces aspects-là. Il y a aussi le fait que, tout simplement, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau mondial, et c'est assez frappant sur un certain nombre de sujets clés.
Je pense à l'exemple je vais vous en donner quelques-uns, mais prenons l'exemple de la régulation financière. Après l'événement Lehman Brothers en 2008, on a dit les États sauvent les banques, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, on va tout réguler. D'ailleurs, on fait le G20 et on va avoir des règles incroyables. Les États vont réguler à nouveau le monde de la finance. À quoi ça aboutit? À la restauration de la taxe sur les opérations de bourse en France. Pour le moment, c'est à peu près à ça le résultat de ce qu'on nous avait promis en termes de régulation financière mondiale. Je caricature évidemment, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, mais finalement très peu. Il y a eu une liste de pays, de paradis fiscaux, etc., qui a été établie. Donc on met la pression sur certains pays, mais très très peu de choses finalement en termes de régulation financière. Au niveau du commerce mondial, alors vous savez que ça se passe au niveau de l'OMC, les négociations commerciales sont bloquées depuis des années maintenant. Au niveau du réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique, vous savez qu'on était arrivé à un outil qui était un bon début, on va dire, avec le protocole de Kyoto, mais qu'on n'arrive pas à le remplacer, ou plus exactement ce qui va le remplacer va être beaucoup plus mou que le protocole de Kyoto lui-même, alors que, par ailleurs, les informations qui nous viennent des experts dans le domaine du climat nous disent que la situation s'est sérieusement aggravée et qu'il faudrait prendre des mesures beaucoup plus conséquentes. Copenhague a été un échec complet, on a fait semblant d'arriver à quelque chose au niveau de Durban, mais tout ça est assez faible. On n'arrivera pas, semble-t-il, à avoir des véritables accords chiffrés de réduction d'émissions. Après, s'être énormément réunis. Parce qu'on est dans l'actualité, on peut parler de la crise syrienne. On voit ici qu'on a qu'une proposition que la proposition soumise au Conseil de sécurité de l'ONU s'est heurtée au veto russe et chinois. Alors bien entendu, il y avait un accord sur une intervention libyenne, mais il semblait que cet accord n'était pas tout à fait clair. Mais enfin bref, il y a un blocage sur la question syrienne. Donc, on voit que sur les grandes questions, à la fois les questions d'actualité, mais les grandes questions de fond, et je n'ai même pas parlé ici, de questions élémentaires qu'on se poserait dans l'ordre interne, qu'on se pose chez nous en Belgique, comme la justice sociale, la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, le fait que les gens meurent de faim, etc. Donc, pas d'accord, pas le moindre début d'accord pour réduire ces inégalités, pour venir au secours des plus malheureux, pour effectuer des transferts de revenus des plus riches vers les plus pauvres. On a même déjà beaucoup de mal, on ne le fait pas, on le fait que partiellement en Europe, et on a de plus en plus de mal à le faire dans nos pays. Donc on voit que, sur ce plan-là, le système qui repose sur l'accord des États, vu que les États ont des intérêts très différents, marque des limites importantes. Alors, il y a, je l'ai évoqué, quand même dans tout un tas de domaines, on a créé des organisations internationales. Mais la plupart de ces organisations, vous le savez, demeurent en fait soumises à la règle de l'accord des États. Nous sommes peut-être influencés par notre vision de l'Union européenne, où on peut imposer un vote majoritaire à certains États, mais dans la plupart des organisations, vous savez bien qu'elles sont intergouvernementales et que donc il faut l'accord des États. Il y a un autre problème qui est de plus en plus analysé par les spécialistes de droit international et qui avec un mot qui est aujourd'hui accepté pour en rendre compte, c'est la question de la fragmentation du droit international. C'est-à-dire, donc, outre les difficultés que je viens d'évoquer à se mettre d'accord entre les États, à l'exception de l'ONU, les organisations internationales sont soumises au principe de spécialité.
C'est-à-dire qu'au fond, elles ont, comme les personnes morales de droit privé, un objet social, en quelque sorte, qui est limité. Par exemple, l'OMS s'occupe de la santé, tandis que l'OIT s'occupe du travail, et que l'OMC s'occupe du commerce. Avec le fait que chacune sécrète, au fond, son propre droit. Alors, tous ces droits sont censés, toutes ces règles émises par toutes ces organisations, et de même que tous les traités, sont censés faire partie d'un ordre juridique international, mais ce n'est pas parce qu'on a prononcé le grand mot d'ordre juridique international qu'en réalité, on a créé de la cohérence, là où, en pratique, la multiplicité des organisations crée beaucoup d'incohérences et de contradictions. Et donc ça, c'est une limite supplémentaire à l'efficacité du droit international public. Bon, j'en ajoute encore une, et puis j'en aurai fini de faire le procès de ce pauvre droit international public, donc je vais encore en ajouter deux. C'est un des problèmes du droit international public, c'est que il y a des structures pour élaborer des normes, mais il n'y a pas généralement de moyens d'exécution, d'agents d'exécution des normes. Ou plus exactement, selon la théorie classique du droit international public, les agents d'exécution du droit international public sont les États. Ce qui pose de grands soucis. Je vais prendre l'exemple frappant des droits de l'homme. Donc vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on en reparlera peut-être dans un instant, mais après la Deuxième Guerre mondiale, les États ont décidé de se reconnaître mutuellement liés par des traités. D'abord, c'était des déclarations sans portée juridique, puis on a eu les fameux pactes de New York, que vous avez étudiés, sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques et sociaux et culturels, qui sont des traités dans lesquels les États se lient selon les règles classiques du droit international public, mais reconnaissent au fond des droits de l'homme aux individus, et notamment à leurs ressortissants. Alors, c'est un élément très important parce qu'il permet de sortir de cette histoire de jus inter gentes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Vous savez, le fait que le droit international a été conçu comme le droit des États, un droit qui est conclu par les États pour les États uniquement. Et là, on reconnaît tout d'un coup des droits à des gens qui, normalement, n'existaient pas sous l'angle du droit international, qui sont des individus. Bon. Je vais revenir sur cette notion dans un instant, parce qu'elle est importante, mais par rapport à mon problème actuel, qui est le problème de l'État agent d'exécution. Donc, quand un individu voit ses droits de l'homme violés, donc, je ne sais pas, prenons évidemment, l'actualité nous l'impose, prenons un Syrien d'aujourd'hui qui se fait torturer, il a un droit. Il a un droit reconnu par le droit international, il a des droits à ne pas être torturé, à profiter de sa liberté, etc., etc., etc. Mais qui doit lui garantir ces droits? L'État syrien. Ce qui, en l'espèce, pose problème, puisque c'est l'État syrien qui est accusé de violer les droits de ses ressortissants. Cette situation n'est pas exceptionnelle, puisque les États ont été souvent, si vous prenez même les raisons pour lesquelles nous avons créé ce droit international des droits de l'homme, c'est la Deuxième Guerre mondiale, les horreurs du nazisme, et puis tout un tas de crimes de guerre et contre l'humanité qui ont été commis par d'autres, c'était des crimes d'État. Et donc, alors on a inventé l'idée que quelqu'un qui serait victime d'une violation de ses droits de l'homme pourrait avoir un recours international. Nous sommes très sensibles à ça parce que nous avons, après avoir épuisé les voies de recours internes, ou si on ne nous donne pas de droit de recours interne, pouvons aller devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais en réalité, c'est une image un petit peu déformée que de croire que tout le monde aurait cela. C'est vrai pour les Européens, c'est vrai pour les citoyens du Conseil de l'Europe. Alors, il y a aussi une Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais vous ne pouvez pas y assigner les États-Unis. Il y a une Cour africaine des droits de l'homme, mais ça commence seulement. En Asie, vous n'avez rien. Dans le monde arabe, au niveau de la Syrie, ben, le Syrien en question, il a droit à un juge, oui, selon les traités, les pactes de New York, il a droit à un juge. Mais un juge syrien, il n'y a pas de recours international. Donc, on voit ici que ce problème d'absence d'organes d'exécution, que ce soit pour mettre en œuvre les règles ou d'avoir un juge international, font la voie du juge international pour le particulier n'est pas si ouverte à l'heure actuelle que celle que l'on pourrait croire. Et donc voilà encore un élément de problème d'efficacité du droit international. Hein, donc je l'ai dit, problème d'avoir des accords entre les États, fragmentation du droit international des organisations internationales, problème d'exécution, d'instance d'exécution et de jugement, et alors problème lié directement au caractère interétatique du droit international, qui est les sujets de droit. Les sujets de droit, normalement, ce ne sont que les États. Je viens de vous l'indiquer, les traités en matière de droits de l'homme ont créé une exception à cela, dans la mesure où les individus, les personnes, devrons-nous dire, les personnes sont devenues des titulaires de droit international, mais pas des sujets de droit à part entière. Vous avez étudié ça, je n'y reviens pas en détail. Avec cette circonstance que non seulement les personnes physiques, mais même, ce qui est plus contestable, les personnes morales, hein, les sociétés, etc., se voient reconnaître la jouissance des droits de l'homme. Mais par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est qu'ils aient un statut à part entière. J'ai commencé à parler des sociétés. Voilà un acteur qui est très important dans la globalisation, les entreprises, si vous voulez, le business en quelque sorte, hein, qui est un acteur extrêmement important, au fond, n'est pas appréhendé comme tel par le droit international. Les sociétés multinationales, qui sont d'une puissance colossale, dont le chiffre d'affaires dépasse souvent et de beaucoup le produit national brut ou le produit intérieur brut d'États, y compris de taille moyenne, ces sociétés-là n'ont pas vraiment un statut en droit international. Elles n'existent pas. Elles ne sont pas des États. Alors, elles viennent régulièrement réclamer qu'on leur a violé leurs droits de l'homme. Donc, en cela, elles viennent prendre la catégorie personne. Mais, par contre, on a discuté pendant des dizaines d'années, hein, surtout après la décolonisation, au niveau de l'ONU, d'un statut juridique des sociétés multinationales qui prévoirait des obligations pour elles, etc. On n'a jamais véritablement abouti à quelque chose. Il y a là une difficulté logique, presque, hein, du droit international. Il y a peut-être d'autres motifs, hein, politiques, économiques, que je laisse ici dans l'arrière-plan, mais il y a un problème logique du droit international à créer un statut complet des personnes privées. Alors, pour les personnes privées, qu'est-il prévu ? Eh bien, je vous l'ai dit, le droit international est double. Donc, on a un droit international public, mais on a un droit international privé. Et qu'est-ce que c'est que le droit international privé ? Le droit international privé, c'est le fait de se dire, lorsque nous avons un litige qui concerne, ou une situation, une interaction qui concerne des personnes privées, qui ne concerne pas les États entre eux, mais les personnes privées, et que cette interaction dépasse le cadre des frontières, eh bien, nous allons édicter un certain nombre de règles
qui vont permettre de dire quel État, le droit de quel État et les juges de quel État vont être compétents pour connaître de cette situation. Hein, vous savez, bon, ça peut aller un mariage, qui doit connaître du statut des enfants dans un mariage entre un Belge et une Péruvienne, alors que le couple a son domicile aux États-Unis et ce genre de choses, et bien entendu dans le monde des affaires, mais dans tous les secteurs, absolument dans toutes les questions civiles, pénales, commerciales du droit, vous avez des règles, ce qu'on appelle les facteurs, la théorie des facteurs de rattachement, qui vont être destinés à pouvoir rattacher une situation à un ordre juridique de préférence, afin que ensuite, eh bien, ce soit l'État déclaré compétent et les juges de l'État déclaré compétent qui puissent régler cette situation. Donc, on se partage le travail, en quelque sorte. Il n'y a pas de droit mondial avec des règles mondiales pour les relations entre privés qui dépasseraient les frontières, mais on dit, eh bien, on va rattacher telle situation à la Belgique et puis telle autre à l'Italie, etc. Bon, alors ça, c'est le principe. Jusque-là, ça a l'air de tenir. En pratique, ça tient moins bien pour essentiellement deux raisons, dont la deuxième est très importante pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de l'évolution du droit, et qui est d'ailleurs très dangereux pour l'évolution du droit. Donc la première raison de la limite, c'est que ce droit international privé, contrairement à ce que son nom nous laisse penser, est un droit national. Vous savez que c'est chaque État qui détermine les règles du droit international privé. Donc, la Belgique a ses propres règles de droit international privé, comme la France a les siennes, comme la Chine a les siennes, etc. Et il n'est pas absolument acquis que, d'ailleurs en pratique ça n'est pas le cas, ils n'utilisent pas tous les mêmes critères de rattachement. Et donc, ils ne vont pas tous arriver aux mêmes solutions pour déclarer quelle loi ou quel juge est compétent. Avec ce tempérament qui est de plus en plus utilisé, c'est qu'on fait des conventions internationales en matière de droit international privé, en disant on va se mettre d'accord sur les facteurs de rattachement. Donc ça, c'est une évolution qui semble tout à fait positive, mais à la fin, on saisit quand même le juge d'un État, voire l'arbitre, c'est de plus en plus le cas dans les affaires vraiment internationales qui concernent le business, où finalement on va saisir des arbitres internationaux qui vont essayer d'appliquer une sorte de droit de lex mercatoria et qui vont donc sortir, sortent complètement alors de cette règle du jeu où on détermine un fort compétent, la loi d'un État compétent, etc. Mais bon, si on en reste au niveau classique, on a un juge que l'on saisit qui va appliquer les règles de son droit international privé, éventuellement les conventions internationales, et qui va à la fin décider qui est compétent. Et parfois, ou assez régulièrement, il va décider que c'est le juge du fort. Le juge, quand vous lui demandez s'il est compétent pour trancher, en général, à partir du moment où sa compétence est contestée, ça lui donne une motivation supplémentaire à connaître de l'affaire et à déterminer une loi applicable éventuellement qui lui est familière ou que pour cette raison il peut trouver plus légitime. Donc ça c'est le premier problème, fragmentation du droit international privé aussi. Deuxième problème qui est vraiment décisif et qui est le fait que pour des acteurs qui sont très globalisés, alors l'anglais aime bien utiliser le terme global players, les joueurs globaux, mais finalement ces joueurs globaux, ça dépend les secteurs, mais ça devient tout un chacun. Si nous voyons les interactions que nous pouvons avoir sur Internet, nous sommes déjà tous des joueurs globaux. Dans
dans un environnement où l'on peut bouger très facilement, où le monde est notre domaine, eh bien, les règles de droit international privé, le fait qu'on ait affaire à différents ordres juridiques auxquels on peut se rattacher, va être l'occasion de recourir à quelque chose qui est, je trouve, la meilleure expression que les spécialistes de droit international privé aient jamais trouvée, c'est la notion de forum shopping. Donc on recourt au forum shopping. Je pense que les étudiants de première master, vous n'avez pas encore eu de cours de droit international privé. Non, vous aurez cours de ça l'année prochaine. Et donc, le forum shopping, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, en jouant sur les facteurs de rattachement, exactement comme vous savez, le shopping, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, c'est quand vous allez dans différents magasins et puis vous achetez l'objet tant convoité, à la fois c'est l'objet qui vous plaît le mieux, là où vous l'avez trouvé le moins cher, en gros. Et pour ça, vous êtes prêt à faire plusieurs magasins. D'ailleurs, c'est assez amusant. Eh bien, les acteurs les plus globalisés font aujourd'hui la même chose, font leur shopping, et ils font leur shopping au niveau des forts. Le fort, F-O-R, il n'y a pas de, c'est pas une métaphore militaire. Le fort, forum en latin, il donne le fort intérieur. Quand on parle du fort intérieur, c'est de là que ça vient, une métaphore juridique pour dire le domaine de la morale. Donc le fort, on va pouvoir choisir à quel droit on va se rattacher. Donc l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui des entreprises qui sont multinationales et qui doivent avoir leur activité quelque part, mais qui peuvent localiser cette activité là où c'est le plus avantageux. Alors vous avez tous entendu parler, parce qu'on a parlé énormément depuis 10 ans, du phénomène par exemple des délocalisations. Qu'est-ce que ça veut dire, phénomène des délocalisations? C'est vous déplacez une usine, par exemple de Belgique, vous fermez une usine en Belgique, vous allez ouvrir une usine au Vietnam. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on paye la main-d'œuvre au Vietnam, qui est, disons, à peu près de la même compétence que la main-d'œuvre belge, je n'en sais rien, je dis ça pour l'exemple, on va la payer 5 ou 10 fois moins cher. Et donc, l'entreprise a un intérêt, puisque si elle fabrique 10 fois moins cher, eh bien, ses coûts de revient seront plus limités. Elle pourra donc vendre moins cher et accroître ses parts de marché, et elle pourra faire plus de profit. Donc ici, on est dans la perspective d'une entreprise qui voit le monde comme étant son domaine et qui se dit, tiens, où est-ce que je vais localiser mon usine? Eh bien, cette entreprise, elle va faire cela en réalité pour tout ce qui concerne l'aspect juridique aussi. Donc l'entreprise, elle doit, lorsqu'elle a une activité, elle doit exercer cette activité sous une loi, mais dans l'état actuel des choses, elle peut choisir, dans une certaine mesure, la loi sous l'empire de laquelle elle va exercer son activité. Alors, pour certaines choses, elle a besoin d'avoir une loi. Par exemple, les entreprises aiment beaucoup qu'on ait une loi qui protège bien la propriété, par exemple. Donc, imaginez qu'elle se soit installée au Vietnam et que le lendemain du jour de l'ouverture, on soit venu la trouver en disant « Ah ben en réalité, le peuple a décidé de reprendre en main cette usine, merci beaucoup de l'avoir construite, au revoir. » Ça ne plaît pas du tout aux entreprises. Mais non, mais où est le juge? Donc là, il faut un appareil judiciaire indépendant, impartial, pour sauvegarder la propriété, protéger les investissements, les brevets, la propriété intellectuelle, etc. Donc pour ça, l'entreprise, elle demanderait évidemment qu'il y ait du droit. Mais dans d'autres domaines, parce que là, le droit représente un adjuvant dont elle a besoin. Mais dans d'autres domaines, le droit représente un coût. Et dans une optique, dans une perspective de rentabilité, eh bien, elle préfère baisser ce coût. Par exemple, si la main-d'œuvre, dans mon exemple précédent, est moins chère
au Vietnam qu'en Belgique, c'est parce qu'on paye évidemment les ouvriers beaucoup moins cher, mais aussi si on les paye beaucoup moins cher, c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes obligations légales en termes de paiement, il n'y a pas les mêmes charges sociales qui pèsent sur le coût du travail, puisqu'il n'y a pas la même organisation de sécurité sociale qui fait que le patron, donc en l'occurrence l'entreprise, va devoir verser un certain nombre de cotisations à des caisses qui ensuite vont, etc., reverser ça vers les travailleurs. Donc, choisir un pays où il y a moins de protection sociale, moins d'obligations sociales, il n'y a pas de salaire minimum, etc., est un moyen évidemment de diminuer ses coûts. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les coûts salariaux, qui sont un élément important, c'est vrai également pour l'aspect environnemental. Telle usine que vous ne pourriez pas exploiter en Belgique ou qui serait classée Seveso et qui demanderait des précautions infinies, vous auriez des obligations extrêmement coûteuses en termes de recyclage des déchets, va pouvoir finalement la même usine, voire une usine beaucoup moins bien entretenue ou qui obéit à une technologie nettement moins développée, va pouvoir être ouverte sans problème dans un pays moins regardant où il n'y a pas cette législation environnementale ou bien où cette législation n'est pas appliquée, etc. Pareil au niveau fiscal, évidemment. Alors là, c'est devenu un sport international, olympique, mais certainement pas amateur, puisque les sociétés multinationales, qui sont en fait des groupes de sociétés constitués de plusieurs filiales, etc., peuvent, en jouant sur leurs opérations internes, ça s'appelle les prix de transfert, vont faire en sorte que les bénéfices soient logés dans les filiales où les impôts sont le plus faibles, voire nuls, et ainsi échapper à toute imposition. Donc ça veut dire qu'elles peuvent choisir leur loi. Et vous avez vu, c'est comme dans le shopping, vous n'êtes pas obligé. C'est vrai que beaucoup de gens font alors toutes leurs courses dans une grande surface, c'est plus pratique. Vous allez chez Deleuze pour aller faire toutes vos courses de la semaine. Mais par contre, si vous achetez des choses un peu plus de prix, etc., vous n'avez pas décidé d'acheter tous vos vêtements dans la même boutique. Vous préférez les petites robes là et les sacs dans un autre endroit, etc. Et c'est-à-dire que non seulement il y a un choix au niveau de la loi, mais ce choix peut être fragmenté domaine par domaine. Alors, quel est l'effet de ce forum shopping? Il est, là on l'a vu au niveau d'une entreprise, mais si vous le généralisez, à l'ensemble des acteurs multinationaux, en réalité, les effets sont systémiques. Ce qui se passe, c'est que ce qui se met en place, c'est un marché des droits nationaux. Donc vous avez en réalité les États qui souhaitent attirer des entreprises sur leur territoire, et ces États qui souhaitent attirer des entreprises sur leur territoire, pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'une activité économique, elles ont besoin de la richesse de cette activité économique pour donner un certain niveau de croissance, vous suivez tout ça dans l'actualité, de richesse à leur population, pour ne fût-ce que pour aussi eux avoir les ressources fiscales qui leur permettent de continuer à prospérer. Donc, les États sont en demande d'accueillir des entreprises et pour cela, qu'est-ce qu'elles leur offrent? Elles leur offrent des facilités, qui sont des infrastructures. Il y a des bonnes routes, un certain climat social, une main-d'œuvre de qualité plus ou moins haute, et puis le fameux paquet réglementaire. Quelles règles faut-il appliquer en termes de salaire, cotisation sociale, fisc, environnement, etc., pour tous les domaines du droit. Et donc, vous avez une situation où des entreprises sont demandées
et vont se dire, tiens, mais je vais acheter où ça, hein? Je vais aller me mettre mon usine là, hein, parce que là, on va à la fois me proposer un bon réseau routier et on ne va pas trop m'ennuyer, ça ne va pas trop me coûter cher en termes de contraintes fiscales, environnementales et tel problème. Donc, vous avez un marché, ce qui se met en place, n'est certainement pas un droit global. Ce qui se met en place, c'est un marché global des droits nationaux. Et ce marché global fonctionne de manière assez violente pour des raisons qu'il est facile à expliquer et qui est qu'il y a une très grande différence dans les offres qui sont proposées dans ce marché. Donc imaginez quand vous allez faire vos petits magasins que vous avez à quelques rues de distance ou même dans la même rue, donc vous avez une robe que vous regardez, mais vous voyez que la même robe va se trouver, vous avez de bonnes chances de la trouver à 50% du prix, voire à 25% du prix, quelques magasins plus loin. Donc vous avez une énorme différence entre les paquets réglementaires qui sont proposés aux entreprises. Donc, on pourrait prendre l'exemple simple des taux d'imposition fiscaux, hein, mais ça va de 0% à 50% des bénéfices. Ce sont des différences qui sont évidemment colossales. Et qui a envie d'acheter le paquet à 50% quand il peut avoir le paquet à 0%? Il faut vraiment soit être contraint. On peut imaginer pour quelles raisons on serait contraint. On serait une entreprise d'État, on serait tout à fait lié à tel État en particulier, on aurait accès à un marché qu'à condition d'être installé, etc. Mais si on n'est pas contraint, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont choisir le système à 50 si on peut payer 0. Et c'est vrai pour tous les aspects. Et comme si ça n'était pas assez suffisant, vous avez ajouté à ces différences qui sont importantes, vous avez des phénomènes de dumping qui sont pratiqués. Vous savez ce que c'est le dumping? C'est quand vous vendez à perte, hein, vous vendez à des prix particulièrement bas pour essayer de couler vos concurrents, pour essayer de capter le client à tout prix. Et donc vous avez au sein de la communauté mondiale, ça accentue encore les différences qui sont dues, parce que ces différences de réglementation sont dues à différence de l'évolution politique et économique des États, mais vous avez en plus des États qui se spécialisent en disant « moi je vais être hyper compétitif sur le fiscal et le bancaire, je vais devenir un paradis fiscal ». Les autres disent « ah mais moi je deviens un paradis numérique hein, ». Chez moi les gens peuvent s'installer au niveau des sites internet, on est le temple de la liberté d'expression, il n'y aura jamais aucun contrôle de fait ou de droit. Hein. Pareil, je ne vais pas utiliser, avoir l'audace d'utiliser le terme de paradis environnemental, parce que ce sont évidemment, ce n'est pas des paradis environnementaux, c'est des poubelles, hein, mais des états poubelles où il n'y a pas d'exigence en termes d'environnement, où on peut polluer et balancer tous les déchets que l'on veut. Et donc, vous avez un marché global des droits nationaux avec des très grandes différences et où il y a une concurrence sauvage. Quelle est la conséquence d'un tel marché? Elle n'est pas difficile à comprendre. C'est que vous avez une tendance à la baisse de la régulation juridique. Donc, on doit toujours s'aligner vers le bas. Vous en avez une vague idée à travers la notion de compétitivité, hein, qui est souvent mise en avant, spécialement en Belgique, hein, en disant on doit demeurer concurrentiel. Nos règles juridiques sont telles qu'on doit demeurer concurrentiel par rapport aux autres États avec lesquels on fait des affaires. Pour la Belgique, ce n'est pas tellement compliqué. Hein, on surveille ce qui se passe en France, en Allemagne et aux Pays-Bas et on essaie de demeurer concurrentiel. Mais évidemment, ce sont des différences qui sont marginales par rapport à différences dont on parle au niveau mondial. Hein, où il ne s'agit pas de toutes petites adaptations. Hein, on l'a vu, si vous avez suivi le débat sur la TVA sociale que veut instaurer Nicolas Sarkozy, en disant que ça n'est pas en ajoutant 1,6 de TVA et donc en diminuant les cotisations patronales qu'on va faire en sorte que la France va devenir plus compétitive par rapport à des pays
d'Asie. C'est parce que les différences sont bien plus grandes. Bon. Donc, mais vous avez une tendance forte qui pousse vers le bas au niveau de la régulation. Alors cette tendance, elle est bien connue, elle a été bien étudiée par des économistes et reprise par des juristes, déjà il y a longtemps, parce qu'on l'a étudié au niveau des États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet Delaware. Est-ce que vous connaissez le Delaware? C'est un des États des États-Unis. Et en réalité, quand vous rencontrez des entreprises, vous allez voir ça dans vos cours de droit commercial, ou quand vous voyez des sociétés américaines, vous regardez dans quel État des États-Unis elles sont incorporées, comme ils disent, hein, c'est-à-dire dans quel État elles ont leur siège social. Bien, beaucoup d'entreprises aux États-Unis ont leur siège social dans le Delaware. Pourquoi? Parce que le Delaware s'est fait une spécialité il y a déjà très très longtemps d'ici, hein, c'était déjà il y a un siècle, de prévoir très très peu d'obligations pour les entreprises. Et donc beaucoup de sociétés ont été intéressées à mettre le siège social dans cet État, alors même qu'elles voulaient réaliser leur activité dans l'ensemble des États-Unis. Cette situation a entraîné les autres États, elle a été considérée comme conforme à la Constitution, et elle a entraîné les autres États à baisser leurs exigences sur les sociétés commerciales. C'est ce que des économistes et ensuite un juge à la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelait Brandeis, a appelé « the race to the bottom », la course vers le bas. C'est la course vers le bas, ce qui revient au même à ce que je vous expliquais, à savoir la tendance à diminuer toujours les exigences juridiques. Alors, au niveau de la globalisation, la différence entre la situation des États-Unis et la situation globale, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un État fédéral. Vous avez un État fédéral avec une économie qui fonctionne au niveau fédéral et des transferts qui fonctionnent entre les États, etc. Et une monnaie unique, etc. Mais vous n'avez pas ça au niveau mondial. Alors, jusqu'où peut aller la course vers le bas au niveau mondial? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui le sachent, mais il y a un niveau auquel elle peut s'arrêter, c'est zéro. C'est l'absence de régulation juridique. C'est le moment où il n'y a plus rien. Mais, si vous voulez, c'est une hypothèse que je ne présenterai pas nécessairement comme plausible, mais elle est logique. Elle est logique si on prend le système dans lequel on est pris, qui est un système dans lequel nous place l'Organisation internationale du monde, mais qui n'est pas le système du droit international. Ce dont je suis en train de vous parler est autre chose, qui est finalement comment évolue la réglementation qui touche des acteurs privés au niveau du monde dans un contexte de mondialisation où ces acteurs peuvent jouer de la fragmentation pour jouer les ordres juridiques les uns contre les autres. Donc cette course vers le bas peut aller jusqu'au degré zéro. D'où l'idée, la démonstration a été un peu longue, mais on y arrive, d'où l'idée que il nous faut penser un droit à l'échelle du monde pour remédier à cela, plutôt que de se contenter de notre diptyque droit international public, droit international privé, dont je vous ai dit que, en fonction des bases sur lesquelles ils reposent, de leurs fondamentaux, si vous voulez, ils sont limités pour pouvoir appréhender un défi majeur qui est le nôtre actuellement. Alors, ça ne veut pas dire que ces droits internationaux publics et privés ne sont pas en train d'évoluer, qu'ils ne vont pas approcher
qui ne vont pas permettre d'avoir une solution. Mais je veux dire, dans leur forme classique, ils ne répondent pas aux besoins. D'où l'idée d'un autre modèle et de repenser alors le droit au niveau global, au niveau mondial, sur des bases qui seraient soit radicalement différentes du système westphalien, soit qui apporteraient des aménagements, des améliorations, des corrections pour pouvoir éviter cette situation dans laquelle on est. Je vous rappelle quand même cette situation, impasse pour régler les grands enjeux mondiaux parce qu'on n'a pas d'accord, et course vers le bas en ce qui concerne la principale force de régulation actuellement en place, c'est-à-dire les droits nationaux, qui est potentiellement sans fond. Bon. Alors, quelles sont les possibilités alternatives? Je commencerai par... Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans des très grands détails, mais je dirais simplement ce à quoi les gens ont pensé d'abord. Et donc, en réalité, on n'avait pas énormément de concepts pour réguler, pour penser la régulation du monde, et on a simplement repris des concepts qu'on avait déjà. Le premier, d'une certaine manière, je l'ai déjà mis en scène, c'est l'idée du marché. Le deuxième, je l'ai déjà mis en scène, c'était le grand héros de notre système westphalien, il s'agit de lui donner un nouveau rôle, c'est l'État. Et puis, il y a quelque chose que j'ai déjà introduit aussi, dont je voudrais dire un mot, ce sont les droits de l'homme. Et enfin, un terme qui est très à la mode actuellement, tant au niveau des spécialistes des sciences politiques que des sciences économiques, voire des sociologues, etc., qui est présente surtout pour les juristes, le très grand inconvénient d'être affecté d'un flou qui, nous l'espérons, n'est pas irrémédiable, c'est le terme de gouvernance. On parle beaucoup de gouvernance mondiale ou de gouvernance globale, etc. Donc, disons un mot de ces grands modèles-là, et ce sera l'occasion d'annoncer aussi, après le thème des séances suivantes, où nous allons entrer beaucoup plus dans le détail de certains grands courants de théorie du droit global. Donc, prenons les deux éléments de base, l'État et le marché. Au fond, on avait cette idée, je suis parti du système westphalien en disant l'acteur important pour réguler, c'est l'État, et l'instrument de l'État, c'est le droit. Et je vous ai dit, non, c'est trop rigoureux. Et c'est le juriste qui est en charge, et c'est que lui. Puis je vous ai dit, c'est trop rigoureux, c'est une manière trop rigide de voir les choses. Et c'est vrai, on peut se rendre compte aujourd'hui que si on reprend les auteurs modernes, finalement, il y a la théorie qu'on n'a pas seulement un grand modèle pour réguler les choses, qui est l'État, ce Léviathan qui est fort et qui impose par sa force son ordre, etc. Mais il y avait deux modèles, il y a la main de fer de l'État d'un côté, mais il y a une autre manière de réguler les choses, c'est le marché, c'est la main invisible du marché. Et donc, on se voit qu'en réalité, ce n'est pas le droit qui est en charge des règles, et puis les autres disciplines n'ont rien à voir avec les règles, parce que finalement, l'économie, en parlant de régulation des échanges, s'occupe également de normes. Si on avait le temps, on pourrait parler des sociologues, qui, si vous voyez les travaux de sociologues, les sociologues s'occupent, j'allais dire, presque uniquement de normes. Une grande partie de ce qui fait la société sont des normes. Donc nous, tout d'un coup, nous sommes un peu déstabilisés, nous les juristes, parce qu'on doit faire vraiment de l'interdisciplinarité, parce qu'on se rend compte
contrairement à ce que nous avait ménagé comme abri le système westphalien, il y a plein de gens qui font de la norme. D'où l'idée de dire, ben, au fond, on a deux grandes alternatives. On a une mondialisation. Ben, on a deux concepts qu'on connaît bien. On a la régulation par le marché ou la réglementation par l'État. Alors, puisqu'on change d'échelle, puisqu'aujourd'hui, le niveau pertinent pour réguler les activités, ça n'est plus le territoire d'un État, encore que, je ne sais pas le niveau pertinent, mais la Russie est le plus grand État du monde, le Luxembourg n'en est pas le plus petit, mais enfin, c'est pas loin. Je dis, ce sont tous les deux des États souverains, ils n'ont pas vraiment la même échelle. Hein, donc, dans cette histoire de l'État, il n'y a pas qu'une échelle géographique. Hein, il n'y a pas une taille moyenne des États. Il y a une taille moyenne des États, mais ça ne veut rien dire. Il y a une tellement grande différence entre eux que je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Mais donc, l'idée est de dire, nous devons aujourd'hui réglementer au niveau du monde. Notre système normatif doit être établi au niveau du monde. Pour ça, qu'avons-nous ? Eh bien, les modernes nous disent, nous avons deux choses, la main visible du marché et la main de fer de l'État. Et donc, la main visible du marché, ça a été l'idée de la mondialisation heureuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, qui au fond prend la suite d'expressions comme le doux commerce chez Montesquieu, ou la main invisible qui était providentielle chez Adam Smith, qui était de dire, ben, c'est vrai, les États, le droit des États, ça ne fonctionne plus. La démonstration que je vous ai faite pendant 1 heure, là, ça c'est vrai que ça ne fonctionne plus. Eh bien, le marché reprend ses droits. Ah, regardez, il y a un marché global des droits nationaux. Ben, c'est formidable. Ça montre bien que c'est le temps de la revanche des marchés sur les États. L'État, spécialement dans le compromis social-démocrate, avait cru pouvoir domestiquer le marché, eh bien, et avait pu pouvoir en changer les termes, eh bien, maintenant, c'est le retour du marché, mais vous allez voir, ça va être formidable. Ça va être formidable. Pourquoi ? D'abord parce que ça va créer de la richesse, qui, par un effet de ruissellement ou par les théories de la justice des uns et des autres, fait que, bien entendu, il y en a qui vont devenir super riches, mais il va y avoir moins de pauvres, etc. On ne va pas rentrer ici dans les statistiques sur les effets de la mondialisation économique, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que la globalisation, elle fabrique de la richesse pour beaucoup de gens, ou de la moins grande misère. Et puis, alors, il y a un deuxième élément qui est formidable, c'est qu'il ne faut pas de loi, puisque, en vertu de la théorie économique néoclassique, dans une situation de concurrence parfaite où il n'y a aucun droit, eh bien, la régulation des opérations va pouvoir se faire par le seul mécanisme des prix, la loi de l'offre et de la demande, et que le prix d'équilibre va aboutir à un optimum de Pareto, c'est-à-dire à une situation à peu près idéale. Bon. Sauf que Lehman Brothers 2008, les problèmes que nous voyons avec la finance semblent montrer que la régulation par le seul mécanisme des prix, l'autorégulation des acteurs du marché ne donne pas des solutions qui sont nécessairement idéales. Le secteur de la finance est particulièrement intéressant dans la mesure où on a eu dans ce domaine-là, on n'a pas attendu, et c'est vrai au niveau de la finance, c'est vrai au niveau du commerce, c'est vrai dans d'autres domaines, où on a refusé des avancées du droit international, par exemple, on n'a pas attendu que la course vers le bas produise ses effets. Mais par l'effet d'une certaine idéologie, d'un choix politique, qui a été associé notamment à des personnes comme Reagan ou Thatcher, ou l'école de Chicago, etc., on a dit, il faut nous-mêmes démanteler l'appareil de règles. N'attendons pas les effets de la course vers le bas. Démantelons les règles pour créer du marché mondial qui va s'autoréguler tout seul. C'est ce qu'on a fait dans le domaine de la finance, où on a enlevé... quand j'ai fait mes études de droit, quand même pas, j'allais dire c'était pas au siècle dernier, mais si, c'était au siècle dernier. Mais quand même, c'était pas il y a...
tellement longtemps que ça, les marchés financiers étaient totalement régulés, hein, au niveau national, etc. Hein, au moment de 1990 que l'on a libéralisé les marchés, on les a dérégulés sur le plan mondial, décloisonnés entre marchés. Il y a eu évidemment l'évolution technologique d'Internet, il y a eu le démantèlement de tout un tas de règles qu'on avait prises pendant la crise de 29, il y a eu le renoncement des autorités prudentielles à exercer le moindre contrôle sur les organisations bancaires et financières. Et donc on a créé ce monde parfait, système de concurrence parfaite, etc., avec le problème que dans ce fameux forum shopping, on s'est fait, alors là, ce n'est pas du forum shopping, c'est dans le shopping financier, hein, on s'est fait refiler des subprimes hein, qui ont ruiné à peu près l'ensemble des acteurs financiers de la planète. Donc, d'où l'idée, on va re-réguler, hein, mais ça n'est pas évident à réaliser. Tout ça pour dire, bon, c'est une manière un peu rapide, mais à travers un exemple, que l'idée d'une régulation du monde par le seul marché, c'est une idée qui a eu assez bien le vent en poupe. Moi, j'ai connu pendant un bon bout de temps, 10-15 ans, une grande idée de laisser se réguler le monde tout seul par le jeu du marché est une idée qui est moins populaire aujourd'hui. Il faut rajouter à ça, mais je n'ai pas le temps de développer ce point, que quand vous voyez les entreprises qui agissent en situation de marché, elles sont les premières à demander des normes, en fait. Elles sont les premières à demander des normes. Pourquoi ? Je vais vous donner deux exemples rudimentaires. Premièrement, quand une entreprise doit travailler au niveau mondial, elle se dit, tiens, j'ai besoin d'un sous-traitant, je suis au Canada et j'ai besoin d'un sous-traitant à Sydney en Australie. Et comment je vais trouver mon sous-traitant ? Pour me fabriquer, moi je fabrique des vis et j'ai besoin de quelqu'un qui fabrique des boulons. Hein, donc je vais prendre telle entreprise, parce que son site internet est bien fait, mais comment est-ce que je vais être sûr que ces boulons soient de qualité, puis que mes vis vont rentrer dans ces boulons, hein, comment je vais m'arranger, comment je vais être sûr que c'est la même taille, et puis que c'est une entreprise qui est habituée à livrer dans les temps, etc. Donc j'ai besoin d'un certain nombre les acteurs de marché, en fait, aiment avoir des normes qui permettent de sécuriser les transactions, qui permettent de stabiliser les attentes. Deuxièmement, quand vous n'avez pas de règles, etc., vous avez quand vous n'avez pas de loi, quelque chose qui a été observé depuis longtemps, notamment par un grand spécialiste du droit, de la philosophie et de l'économie, que vous avez certainement rencontré en droit pénal, qui s'appelait Beccaria, qui disait que quand le régime de la loi est absent, on revient à un régime de l'honneur, c'est-à-dire de la réputation. Et donc quand vous avez un système sans loi, où vous avez une société comme la société Nike, qui s'adresse à des sous-traitants de Taïwan, qui eux-mêmes exploitent des gens dans des usines où c'est des enfants qui travaillent et qui se détruisent les poumons pour un salaire de misère 80 heures par semaine, eh bien, on en arrive à faire des campagnes de presse mondiale pour dire Nike, c'est des salauds et il faut arrêter de porter des chaussures comme ça. Et Nike, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a envie de pouvoir répondre ? C'est « mais moi, j'ai respecté la loi ». Sauf qu'il n'y a plus de loi. Enfin, il n'y a plus de loi. Il y en a, mais on a choisi évidemment les pays où le niveau de loi était tellement bas qu'en cautionnant ça, eh bien, on en vient à être considéré comme un très mauvais personnage au niveau mondial. Donc, on a besoin, en réalité, il y a une demande des normes, y compris des acteurs qui semblent le plus jouer
dans un monde sans règles ou qui aimerait que le coût de ces règles soit les plus bas. Bien. Donc, quelle est l'autre alternative? Il n'y en a pas 150, puisque le droit n'est efficace qu'à l'intérieur d'un État, que seul l'État peut donner sa force. Eh bien, puisque nous sommes dans un environnement mondial, il faut créer un État mondial. Créer un État global, mondial, et ça a été une thèse qui a été pas mal développée, surtout par des philosophes, moins par des juristes, peut-être parce que ceux-ci sont plus réalistes que les philosophes qui regardent plus vers l'éternité et l'idéalité du concept pur, mais il y a une certaine logique. Le droit n'est efficace qu'à l'horizon de l'État, il nous faut un droit efficace à l'horizon du monde, créons un État du monde, créons un État mondial. Alors, est-ce possible nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le court terme. Moi, je vous disais qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur tout un tas d'enjeux qui sont assez cruciaux. Est-ce que tout d'un coup, on voit les grandes puissances ou les petites de ce monde se mettre ensemble pour dire on va créer un grand État mondial? Je ne sais pas si une personne dans cette salle croit ça une seule seconde. Mais donc, je pense que le problème de l'État mondial est que c'est tout simplement pas à l'ordre du jour, ça ne correspond pas à la configuration politique actuelle. Quand bien même ce serait possible, un grand philosophe comme Kant mettait déjà en garde à la fin du XVIIIe siècle en disant que ce ne serait pas souhaitable parce qu'un État mondial prendrait nécessairement la forme d'une dictature, pour des raisons dans le détail duquel je ne vais pas entrer ici, mais qui est en gros le fait qu'il n'aurait pas de force suffisante ou n'offrirait pas d'extérieur suffisant qui permettrait de s'opposer à sa force. Donc le modèle de l'État mondial est un modèle qui n'est pas très réaliste et en même temps, pourtant, dès la semaine prochaine, Thomas Hockman va vous parler du constitutionnalisme global. Or, quand on a été habitué, y compris jusque dans les référendums européens, quand on parle de constitution, nous l'associons à un État. Donc, qu'est-ce que peut être le constitutionnalisme global? Est-ce que c'est l'appel à un État mondial? Est-ce qu'il y a des théoriciens du droit qui disent qu'on va vers un État mondial? Ou est-ce qu'il faut aller à un niveau moindre? Alors on a dit un État mondial serait un État qui serait nécessairement une dictature, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer alors des instances démocratiques à l'échelon mondial? Est-ce qu'on peut considérer que l'Assemblée générale des Nations unies soit une instance démocratique? Personnellement, je ne crois pas du tout. Parce que c'est une assemblée d'États et pas une assemblée des peuples, que des États qui y siègent ne sont pas démocratiques, et qu'en outre, l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas des pouvoirs politiques ni juridiques qui soient très importants. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre démocratie et assemblée, l'endroit où on vote. J'ai entendu ça très souvent, y compris de la part des magistrats, ça m'a souvent étonné. Les gens pensent que dès qu'on est dans une assemblée et qu'il y a des gens qui votent, peu importe qui vote, et quelles sont les règles de majorité, alors c'est démocratique. Je pense qu'on pourrait faire un grand usage sophistique de cette erreur, mais en l'occurrence, il faudrait voir, derrière l'idée de constitutionnalisme global, il y a peut-être l'idée, effectivement, de créer des pouvoirs ou des contre-pouvoirs alors plus démocratiques à l'échelon mondial. Et puis, alors, il y a encore une autre idée qui relève peut-être aussi de ce constitutionnalisme global dont j'avais dit que je vous parlerais, c'est l'idée des droits de l'homme. Puisque, au fond, c'est la troisième idée. On peut dire, on n'a pas tellement de modèles de régulation. Nos grands principes, c'est le marché, l'État, et on a l'individu. L'individu, la base de l'ontologie moderne, la base de la conception moderne du monde et de la société, une société composée d'individus, et chacun de ces individus dispose de droits. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de là? C'est un courant
important dans les théories du droit mondial, ou du droit global, c'est de se dire, mais au fond, reconnaissons que nous sommes dans un monde dans lequel tous les individus ont des droits, les droits de l'homme, et repartons de cette base-là. Repartons de cette base d'accorder ces droits à chacun. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque si vous voyez les traités des droits des gens au XVIIe et au XVIIIe siècle, cette idée des droits de l'homme était fortement déjà un point de départ constitutif de ces théories. Peut-on reconstruire le droit global uniquement au départ des droits des individus, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un débat dans lequel je ne vais pas entrer maintenant, mais dans lequel, à mon avis, on va certainement avoir l'occasion d'entrer dans le cadre des séances suivantes. Reste alors cette notion qui a le vent en poupe, qui est celle de la gouvernance, et dont je vous ai dit que le problème de ce terme était qu'il était un peu flou. Et donc, par gouvernance, alors on peut entendre plusieurs choses. La gouvernance, c'est d'abord, alors ça peut être un terme, parce qu'on joue évidemment sur la traduction de l'anglais, ça peut être un terme neutre pour désigner tous les modes de gouvernement possibles. Mais plus généralement, lorsqu'on parle de gouvernance globale ou de bonne gouvernance, on a, spécialement quand on parle de gouvernance globale d'ailleurs, on a en fait déjà un modèle en tête, qui est un modèle qui vient se poser par différence avec le modèle de l'État, et spécialement avec le modèle de l'État centralisé, je dirais à la française, plutôt qu'un État très fédéral. Et donc, dans le modèle de gouvernement centralisé, c'est un pouvoir très hiérarchique avec une personne unique de l'État qui donne ses ordres qui doivent s'appliquer de manière identique partout, etc. Et par opposition à cela, pour parler très très grossièrement, alors la gouvernance représente l'idée que la régulation des opérations, si vous voulez, s'effectue non pas par une instance unique, mais par une pluralité d'instances, que au sein de cette pluralité d'instances, eh bien, les actions sont plutôt coordonnées par des méthodes souples comme des contrats, plutôt qu'imposées par des lois strictes qui vont du haut vers le bas. Et finalement, dans ce modèle de gouvernance, vous avez, de gouvernance globale, vous avez l'idée que le marché tout seul, ça ne fonctionne pas, qu'un État mondial, il ne faut pas rêver, mais ce qu'on peut faire, c'est finalement mettre de l'ordre dans les différentes instances de pouvoir qui existent à l'échelon étatique et mondial, pour arriver à une organisation plus efficace au niveau du monde. Bon. Alors, cela, on peut l'imaginer de diverses manières, et pour le dire très grossièrement ici, les trois séances suivantes de notre séminaire pourrait relever de théories, alors là, juridiques, mais qui pourraient s'inscrire dans ce vocable très flou de la gouvernance. La notion de droit administratif global, où on voit, enfin je ne vais pas entrer ni déflorer, et puis on en a déjà parlé lors de la séance d'introduction qu'on avait fait au premier semestre, donc je ne vais pas revenir à une description de chacun des différents courants, mais donc le droit administratif global, le pluralisme ordonné et les théories systémiques, chacune dans leur genre,
présente des manières, au fond, de repenser la coordination, l'organisation des pouvoirs au niveau mondial. Et puis, vous avez, et je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, vous avez des théories critiques qui nous montrent que, au fond, qui partent d'un postulat qui est très probablement correct, et qui est que la mondialisation, c'est une nouvelle phase du capitalisme, et qui dit capitalisme dit exploitation, etc. Dans une théorie marxiste ou marxienne relativement simple, le droit, vous vous rappelez, n'est que l'idéologie du capitalisme, c'est-à-dire finalement un discours au mieux creux, au pire et en réalité mensonger, qui travestit les rapports de force, d'exploitation et d'oppression sous un langage qui va permettre de rendre tout ça légitime, qu'on appelle ça droit de l'homme, gouvernance mondiale, etc. Mais qu'en réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est de critiquer cette hégémonie, cette exploitation, et de proposer des alternatives en se fondant sur d'autres bases. Et ce sera ce qui nous intéressera davantage avec les séances des 13 et 20 mars sur les théories du Sud et les théories critiques. Une fois que nous aurons fait étudier ces 6 théories, eh bien, on essaiera d'en dresser la carte. Un dernier mot de conclusion pour dire que les théories sur lesquelles nous travaillons, la théorie sur laquelle nous travaillons principalement au sein du Centre Perelman de philosophie du droit, n'est aucune de ces 6 théories-là. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on n'avait pas consacré une séance? On doit tout d'un coup avoir découvert une sorte de modestie tout à fait extraordinaire. Notre projet de recherche est ici plutôt de s'intéresser aux théories des autres, et donc on ne parle pas ni de la théorie classique qui est celle du droit international dont je vous ai parlé juste en introduction ici, pour faire le lien, pour que vous voyez le lien entre ce que vous étudiez dans vos cours de droit positif et les alternatives qui sont proposées dans ce cours. Notre théorie à nous, qui est une théorie pragmatique ou empirique, consiste en 2 mots à considérer qu'en même temps que vous avez le phénomène de la course vers le bas, qui détruit un certain nombre de normativités, notamment qui détruit des pans entiers du droit moderne, eh bien, cette destruction, pour parler comme Schumpeter ou comme Marx déjà, cette destruction est créatrice. C'est-à-dire qu'en même temps que des ordres normatifs, on a vu ça à la fin de la féodalité aussi, en même temps que des ordres normatifs, que des normes s'écroulent, eh bien, la société, la nature sociale, un peu comme la nature physique dont on disait qu'elle avait horreur du vide, eh bien, la nature sociale, elle a horreur du vide normatif aussi. Et l'idée, c'est que finalement, quand les grosses normes étatiques sont menacées de destruction par la météorite de la mondialisation, si vous voulez, eh bien, ça permet à ces petites créatures qui vivaient dans l'ombre, qui sont d'autres formes de normativité, qu'on n'a pas forcément juridiques, mais de nature, alors économique, sociologique, managériale, etc., eh bien, ça va leur permettre à elles de se développer, de prendre plus de place, voire, en fait, d'occuper de manière plus visible une place qu'elles avaient déjà. Et nous pensons, en fait, en réalité, à... ce qui nous semble intéressant, c'est étudier l'évolution de ces normativités en élargissant largement la gamme des sources classiques du droit, voire de ce qu'on appelle le droit, pour comprendre ce qui,
peut-être demain, viendra prendre la place du droit, avec cette idée qu'on est, moi je me sens plus évolutionniste que créationniste, c'est-à-dire le fait que les normes se construisent petit à petit, hein, et qu'on n'a pas forcément un système tout fait, que l'on crée du jour au lendemain parce qu'on a conclu un contrat social et tout d'un coup il y a un ordre juridique. Donc le jour de la signature du traité de Westphalie, hop, il y a l'ordre westphalien qui est en place avec l'ensemble de ces déterminations, mais que plutôt on voit qu'il y a, au fond, il y a une lutte entre des normativités concurrentes. Il y a plusieurs normativités qui coexistent dans la société et l'affaiblissement du droit fait que d'autres normes viennent prendre plus de place. Des normes techniques comme celles que vous connaissez par l'intermédiaire du sigle ISO ou des normes managériales. On est à l'ère de l'évaluation et des classements. On en reparlera d'ailleurs probablement à l'occasion du droit administratif global. Bref, voilà, nous ce qu'on étudie, c'est plutôt de manière très empirique et pragmatique la naissance de ces nouvelles normes et la manière dont elles viennent éventuellement former des formes hybrides avec les normes juridiques. Mais ce ne sera pas l'objet de ce cours. Dans ce cours, on a pris 6 théories en raison de leur importance. Ce ne sont pas toutes les théories du droit global qui existent, mais on s'est dit qu'on allait faire dans le programme qu'on avait, hein, qu'on n'allait pas se charger trop la barque, mais ce sont en même temps les théories parmi les plus importantes que nous allons examiner ensemble. Alors, il est 6h moins 8 après ce cours d'introduction. Donc, comme toujours, dans l'introduction, fait un exposé un peu long. Les autres séances, on aura l'occasion d'une discussion. De toute façon, moi, j'arrête de parler, vous le savez, à partir de maintenant, hein, puisque c'est un cours qui se fait en équipe. Vous allez avoir des collègues du Centre de philosophie du droit qui, à chaque fois, prennent en charge l'exposé d'une séance, et puis on va dialoguer tous ensemble. Vous avez chacun des textes sur un des 6 courants, et donc nous allons avoir les 6 prochaines semaines des discussions interactives sur ces différents courants. Est-ce que sur les points d'introduction que j'ai évoqués aujourd'hui, vous avez des questions ?